Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. Donc on poursuit, vous voyez, le cheminement pour apprendre Kubernetes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au réplica set. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager ça autour de vous. Ça coûte pas grand chose. Et pour moi, c'est un très très bon moyen de m'aider dans tout ce travail et les milliers d'heures passées sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au réplica set, donc, et on va revoir des petites choses au fur et à mesure également, des choses que je vous ai pas montré non plus. Par exemple, tiens, on va commencer directement par ça. Si on se replace ici, donc on a notre cluster Kubernetes. Je vais refaire un kubectl get pod. On a notre Nginx with Downloader qu'on avait vu précédemment, et dans les modes de création de pod, il y a une chose qu'on n'avait pas vue. Alors on va supprimer celui-ci, on va faire un kubectl delete pod Nginx with Downloader. Ok, on le supprime. Et là on se dit tiens, je veux créer un pod, mais je connais pas exactement le détail de l'ensemble des spécifications, etc. Où je me pose des questions par rapport à quelque chose. Alors on va peut-être pas recréer le pod intégralement, mais on va utiliser une ligne de commande qui est très utile quand on est perdu dans une ressource donnée, peu importe, là c'est un pod, mais ça pourrait être autre chose également, on en reparlera quand on fait des CRD, ce genre de choses, on peut documenter, et du coup c'est par ce biais-là qu'on peut utiliser cette documentation. Alors, il va nous rendre la main, voilà. Par exemple, si on est en train de créer un pod, on se pose des questions par rapport à quelque chose, et je me dis, tiens, je veux créer un pod, je vais faire un kubectl explain de pod, tout simplement, ou de pod. On peut le faire comme ça, ça nous donnera à peu près la même chose. Et là, si on dézoome un petit peu pour vous donner un aperçu de ce que l'on a à l'écran, on a la ressource pod, sa version, la version d'API, la description de ce que c'est. Et puis en dessous, surtout, vous voyez, on a API version, string, on a le kind, on a le metadata, et on a les specs. Donc en gros, ça voudrait dire que, alors c'est pas forcément adapté à la rédaction d'un manifeste par lui-même, mais si on voulait rédiger un manifeste à partir de là, on pourrait faire un pod.yaml. Alors je l'ai déjà malheureusement. On aurait l'API version, le kind, le metadata, éventuellement les labels, mais pas forcément. Le namespace également, et puis là où on peut commencer à galérer, c'est se dire ah tiens, mais sur spec, ok, je sais qu'il y a spec, je sais qu'il y a containers, mais comment ça se passe derrière? Bah, finalement, donc ce que je fais, c'est que hop, je vais m'en mettre comme ceci, hop, j'enregistre et je me remets en explain de pod comme ceci. Et je me dis, ok, dans les specs, je sais pas trop. Donc du coup, je vais passer un cran supplémentaire, point spec, ok. Et là, j'ai le détail des specs. Dans les specs, alors là, bon, le pod, c'est pas forcément l'élément le plus facile à manœuvrer de cette manière-là, mais on va trouver que derrière, on a des containers, ok. Donc j'ai containers. Ici, on va se mettre comme ceci, containers. Ok, et puis bah là tout simplement on peut continuer toujours de cette manière là et se dire containers, ok, toc, donc là dans containers, qu'est-ce que j'ai également? Finalement je vais trouver pas mal de choses, donc c'est la liste des containers, donc je sais que je suis sur une liste, et dedans par exemple, alors je dis par exemple, c'est très orienté, je sais que j'ai le nom par exemple, donc du coup ça va vouloir dire que je suis sur une liste que je suis en train d'entamer, donc du coup je vais mettre un tiret pour mentionner que je suis sur un des éléments, en tout cas le premier élément de la liste, name, C1 par exemple, puis ensuite je vais avoir, bon bien sûr je vais avoir image, nginx, donc tout ça, bon je le connais déjà un petit peu, donc c'est pas très compliqué, mais là où c'est pratique, c'est surtout en matière de recherche, en matière de documentation, hein, c'est un peu l'équivalent du man, si vous connaissez le man sur Linux, et bien c'est la même chose en matière de pratique, et je trouve que c'est très pratique pour le coup, quand on est perdu un petit peu sur la manière dont les choses sont structurées. Alors revenons à nos réplica set, maintenant qu'on a vu ce petit truc en guise d'introduction. Le réplica set, là on passe un cran au-dessus. Donc toutes les vidéos précédentes, on avait vu les pods principalement. Ces pods permettent de lancer des containers. Ces containers sont englobés dans les cgroup namespace qui globalement pour certains en tout cas sont partie intégrante du pod lui-même. Et le pod lui c'est une
unités. Donc, on va dire que c'est relativement limité. Ce que ça nous apporte pour l'instant de plus par rapport à, je sais pas, à Docker par exemple, hein, eh bien, ça nous apporte juste de pouvoir créer 2 containers l'un à côté de l'autre en l'état actuel. Ok, c'est bien. On a vu que ça nous apportait des choses, mais bon, le multi-container, c'est quand même relativement limité. Donc, si on s'arrête là, c'est pas forcément terrible. Le réplica 7, lui, alors je vous ai mis là, voilà, c'est le pod doctor, c'est un peu l'outil qui permet de se préoccuper un petit peu des pods, de leur sensibilité, de leur santé quelque part. Derrière, donc, il va être managé, ce réplica 7, donc c'est un objet, le réplica 7, c'est une ressource, au même titre qu'on a le kind pod, on va avoir le kind réplica 7, et ce kind réplica 7, lui, ce qui va permettre ce qui va lui arriver, c'est qu'il va être manipulé, cet objet, par le replication controller, ou le replica 7 controller, suivant le terme qu'on veut employer. Donc celui-ci, lui, le replica 7 controller, ce qui va se passer, c'est quand on va créer un manifeste replica 7, qu'on va venir le déposer dans l'API serveur, et que ça va être chargé dans le etcd, bah, le contrôleur de replica 7, donc on a le contrôleur manager, le contrôleur replica 7, lui, va observer, watcher les ressources de type replica 7, et il va faire « Ah, il y a une nouvelle ressource de replica 7, pour l'instant, et là, il y a du travail à faire. Pour l'instant, il n'y a rien dans le cluster, mais je dois créer des choses, X pod, X replica. Bon, bah go, du coup, je déclare le fait que je vais créer des pods, donc je vais créer des manifestes de pods, et là, il va falloir que le scheduler rentre en compte pour ensuite ajouter des non-names, etc. Tout ça, on l'a vu hein, déjà dans les vidéos précédentes. Ce qui va permettre du coup aussi de manager, du coup, c'est pas juste le pod, puisqu'en fait ça c'est l'objet pod qui est en mesure de le manager, mais le nombre par exemple de pods. Ce qu'il est capable également de faire, c'est de s'assurer que ce nombre de pods est bien respecté. Si on lui demande d'augmenter le nombre de pods ou de réduire le nombre de pods, c'est aussi lui qui va intervenir. Donc dans le scaling. Et puis si on détruit des pods, que ce soit volontaire ou involontairement, bah, c'est lui qui va se charger de réatteindre ce nombre de pods souhaités par rapport à l'état courant. Donc ça c'est un fonctionnement très très classique. Le replica 7 il est là, il est un peu au même titre que les pods, il n'est pas généralement pas utilisé directement. C'est le déploiement qui est juste au-dessus, hein, donc si on prend notre schéma, c'est le deployment qui est au-dessus, qui est généralement utilisé. C'est-à-dire quand on crée des manifestes pour créer des pods, on va généralement ni passer par les pods, ni passer par le replica 7, mais passer par le déploiement. Mais dans le cheminement de l'apprentissage, quand on débute, c'est plutôt une bonne pratique d'aborder les choses de cette manière-là. Alors attention, ça a quand même des limites tout ça, et c'est pour ça qu'on passe par les pods, par les déploiements, pardon. C'est que d'une part, donc ok, on a de l'auto-guérison, du scaling, on manage le nombre de réplicas, mais on n'a pas de stratégie de déploiement. Donc ça, c'est ce que va apporter le deployment, par son nom, d'où son nom. Et dans les inconvénients, c'est qu'on n'a pas de système de versionning. Si par exemple on veut faire un rollback, on a également un système d'auto-scaling, de scaling plutôt, mais c'est du manuel, donc en fait on n'est pas en auto-scaling. Donc ça aussi c'est une autre contrepartie qui n'est pas forcément complètement satisfaisante dans Kubernetes, d'où le fait ensuite de passer sur les déploiements et du HPA, etc., etc. Alors, si on reprend le réplica 7, sa structure, en fait, il y a la structure qui est dédiée au réplica 7, et puis il y a la structure qui est dédiée à ce qui est en dessous. On a la même chose, le même concept sur le deployment, c'est-à-dire que donc dans le template, donc on va avoir le bloc, le kind de type réplica 7. Dans ce kind de type réplica 7, on va lui donner bien sûr un petit nom à ce réplica 7. On va avoir des spécifications de ce réplica 7. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a un nombre de réplicas, par exemple, qui est à 3. Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on va vouloir avoir 3 pods dédiés à qui vont être créés, managés par ce réplica 7. En dessous, dans le template, on va avoir aussi donc, un système de pod template, c'est-à-dire qu'on a un exemple de pod, et on va venir le créer une fois, 2 fois, 3 fois, de manière à atteindre nos 3 réplicas. Et puis s'il y en a un qui est détruit, on va recréer un autre, toujours sur ce modèle de template. Donc c'est bien un template qu'il faut avoir en tête. Alors du coup, il faut associer les deux, c'est-à-dire se dire qu'il y a des pods qui respectent ce template-là, mais qui vont être pris en charge par le réplica 7. C'est ce qui est décrit là, en fait. Donc on a le nombre de réplicas, mais pour dire, ok, ce réplica 7, il a en charge quel type
de pods. Comment je fais l'association entre les pods et le réplica set en question? Eh bien, ça va être par les labels. On en a déjà vaguement parlé, mais les labels vont permettre de faire ce qu'on appelle un match label. Là, en l'occurrence, c'est sous forme de clé-valeur. On peut en avoir même plusieurs, hein, des match labels, des match labels. Là, on a juste une ligne, mais on peut en avoir plusieurs. Là, on a une clé qui s'appelle app. On a une valeur qui s'appelle front-end, et derrière, on va lui dire, ok, si on veut être cohérent en fait au niveau du réplica set, on va dire que les pods que l'on crée, ils vont avoir aussi ce label-là, app front-end. Ça veut dire que du coup, j'ai un réplica set qui va faire une sélection sur le match label app front-end, et de l'autre côté, je crée des pods qui ont ce label app front-end. Donc du coup, le réplica set va avoir en charge ces pods-là, il va faire un filtre finalement, il va dire, ok, c'est ces pods-là que je vais prendre en charge. C'est comme ça qu'il faut lire finalement les choses. Ce qu'on peut retrouver avec le kubectl explain. Alors attention, le réplica set, il n'y a pas de create ou de run comme on avait précédemment. Sur le pod, c'était assez facile. On avait notre ligne de commande kubectl run, etc. pour créer un pod. Là, on l'a pas. Alors ce qu'on peut faire, éventuellement si on veut le faire, c'est... Alors pour l'instant, on n'a pas encore vu le deployment, mais en fait, on peut faire kubectl create deployment. On va dire qu'on crée un déploiement qui s'appelle par exemple Nginx, --image Nginx, et là on va faire toujours un fameux dry run égale en mode client, -o YAML comme ceci, et là ça nous permet de créer un déploiement. Et finalement créer un déploiement, si on supprime sur un déploiement ultra simple, si on supprime juste la ligne stratégie, ça revient à un réplica set. Donc on peut le faire comme ceci. On va s'amuser à le faire pour gagner un petit peu de temps. On va dire qu'on crée un réplica set comme ceci. Si je le mets à l'envers, ça ne risque pas de marcher. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir éditer notre réplica set. Alors du coup, le nom du le réplica set ici. Alors vous voyez qu'on est en app v1 au niveau de l'API. Le réplica set de mémoire c'est apps, c'est bien apps v1. Ensuite du coup le kind, là le kind il faut le changer, hein. On est en mode réplica set. Alors je sais plus s'il y a un S ou pas dessus, on va l'avoir là. Non, il n'y a pas de S bien sûr. Create timestamp, du coup lui on va le supprimer. On a un label de réplica set qu'on peut mettre. C'est pas forcément nécessaire, hein. C'est le dans notre cas de figure, c'est pas forcément nécessaire. Le nombre de réplicas, donc lui, on va lui dire, écoute, tu vas manager, ce que tu vas manager, c'est 3 pods. Le match label dont on parlait tout à l'heure, donc le match label va se faire sur app Nginx, ça pourrait être Toto Nginx, ce qu'on veut, mais il faut que ce soit cohérent finalement avec le système de templating que l'on a en dessous, c'est-à-dire ces métadatas ici. Là en l'occurrence ça match. Par défaut, vous voyez que c'est Kubernetes qui l'a créé, par défaut Kubernetes va créer généralement la clé, donc le label app le nom du réplica set ou le nom du déploiement en question. Ensuite les containers, donc nous on est sur Nginx, on reste dessus, et le status, on s'en fiche. Ok, donc là on va faire un kubectl apply -f, on n'oublie pas le -f, on est en mode donc déclaratif, et là si je fais un kubectl get pods, voilà, comme ceci, on a bien 3 conteneurs qui ont été créés, mais du coup, moi j'ai créé des réplica sets, donc je peux taper réplica set ou réplica sets ou RS, parce qu'en fait, on l'avait vu dans les ressources, les API ressources, si on les liste, on a un short name qui est RS pour réplica set, et là on voit qu'on a des détails un petit peu différemment par rapport à un pod. On a le nom du réplica set, ok, nous on a créé un Nginx, le nombre, alors là on est vraiment dans cette fameuse loupe de réconciliation, le nombre désiré, donc nous on en veut 3, actuellement on en a 3, et de réellement opérationnel on en a 3, et ça depuis 24 secondes. Donc ok, ça fonctionne, et on a bien notre nombre de pods. Ok, donc si je veux détruire, alors on l'a pas vu, on a différentes manières pour détruire. On avait vu le delete de pod directement sans passer par le -f. Là, si on fait un -f comme ça, en fait, on va se baser, kubectl va se baser sur le fichier que l'on a, il va appliquer un delete sur les ressources qui sont à l'intérieur finalement du fichier. Donc du coup, là, il est en train de delete le réplica set. Ok, alors ça c'est bien, mais du coup, pour mieux comprendre encore les choses, on va regarder ça. Alors, est-ce qu'on le regarde tout de suite? Oui.
Non, on va d'abord commencer par une chose. Donc du coup, on va relancer notre réplica set. On va faire un apply. Donc là, j'ai bien kubectl get pods réplica, les 3 pods. Et si je regarde mon réplica set, donc du coup, on vérifie bien, on est à 3. Maintenant, je me dis, bah ok, j'ai de la charge. Je sais que les réplica sets sont en mesure de manager des pods, mais de manière manuelle, du scaling manuel. Donc pour faire ça, on va utiliser la ligne de commande kubectl scale, et là on va décrire on va mentionner l'objet que l'on souhaite scaler. On va dire que c'est un objet réplica set et qui s'appelle nginx, et là on va lui passer réplica comme ceci, et là le nombre, alors on peut mettre égal ou pas le égal, et le nombre que l'on souhaite atteindre. Donc c'est pas en plus, hein, c'est le nombre désiré. Donc là on va passer ici, là vous voyez qu'on est passé à 10, à l'heure actuelle exactement, on n'en a que 6 de disponibles. Bien sûr, si je rafraîchis, on passe à 10 maintenant de disponibles. Je vais vérifier du coup si c'est vrai, si en termes de getPod, combien j'en ai, je suis bien passé à 10. Ok, et bien la même opération est possible à l'inverse, c'est-à-dire que là je suis à 10 réplicas, je veux passer à 3, je vais downscaler finalement, donc revenir à un nombre inférieur. Alors on peut faire en sorte que cette opération soit brutale, moins brutale, etc. Il y a quand même des paramètres pour ajuster ces choses-là. Mais là, on est repassé à 3, vous voyez, et je peux le repasser à 10 sans aucun souci. Hop, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Finalement, on peut aussi le faire d'une autre manière. Hein. Donc on n'avait pas vu encore cette ligne de commande. On peut faire un edit, donc c'est-à-dire kubectl edit d'une ressource en question. Alors ça marche plus ou moins bien. S'il y a du GitHub, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. C'est très temporaire. Donc là, on va éditer un réplica set. On édite notre réplica set qui s'appelle nginx. Et là, vous voyez qu'on a, comme si on avait notre manifeste, mais cette fois-ci, on est en train de directement l'implémenter au niveau de notre API serveur. Et là, on va pouvoir lui dire, bah écoute, moi, j'en veux pas 10, j'en veux 8 ou 7, ouais, peu importe, 8. J'enregistre. Et là, ça se passe bien. Alors attention, des fois, il y a des champs qui ne sont pas éditables comme ça à chaud. Par exemple, sur le pod, je sais plus, la dernière modification qu'on avait fait n'était pas faisable. Là, voilà, on est passé à 8, vous voyez. Donc ça fonctionne également. On peut le vérifier avec le nombre donc de pods désirés et ready au niveau du réplica set. On est bien à 8. Donc ça, c'est cool. Vous voyez qu'on a ces deux méthodes-là. Généralement, on va utiliser même le scale up et down. Par exemple, voilà, un cas d'usage assez courant. On se dit, tiens, moi, je veux couper les pods ou je veux régénérer tous les pods très très rapidement. Alors, on a la commande de rollout restart qui permet de redémarrer les pods, restart les pods un à un. Mais ce qui est possible de faire, c'est d'y aller de manière beaucoup plus brutale, ou même si on veut plus du tout avoir de pod, on se dit tiens ok, cette application-là, je la coupe pour le moment. Ce que je peux faire, c'est repartir sur ma ligne de commande de réplica set et lui dire écoute, moi je passe à réplica 0. Donc si je passe à réplica 0, le réplica set, nombre de réplica 0, donc il dit ok, je passe à 0, donc ça veut dire que derrière, le nombre de pods est passé à 0. Si je le remets à 10, ça va fonctionner, bien sûr, on va repartir plus haut. Je ne suis pas passé à 10, hop, voilà, on va repartir plus haut. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est également, alors on va supprimer notre réplica set, on va faire kubectl delete, on peut le faire même, est-ce que je l'ai encore, voilà, de notre réplica set. Hein. Donc derrière, effectivement, j'ai plus de pod. Et là, ce qu'on peut se passer, c'est tomber à cheval juste pour vous montrer que le réplica set, lui, il a ce fameux match label. C'est-à-dire que sa fonction principale, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des pods qui ont déjà ce label-là, combien j'en ai? Donc admettons que j'ai déjà un pod qui existe avec le label en question. Moi je lui dis écoute, je veux 3 pods qui ont ce label là, donc il y en a déjà un qui existe, donc j'en ai plus que 2 à créer. Donc le réplica set a vraiment cette fonctionnalité là, c'est de prendre en compte l'existant, même si c'est pas lui qui l'a créé, et de venir le compléter. Alors on va le voir très simplement. Pour faire ça, on va faire un kubectl run. Est-ce que je l'ai en run? Voilà. Ok.
Voilà, kubectl run, label, si je dis pas de bêtises. Et le label, on va dire app égale nginx, comme ceci. On en a qu'un, il s'appelle démo. Hop là. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas label, tiens, c'est marrant. Je pensais qu'on pouvait lui passer directement un label, mais c'est pas grave, sinon. Tiens, on peut regarder comme ceci. Est-ce qu'on peut lui passer un label d'une manière ou d'une autre? Alors on a les show labels, les choses comme ça, mais non. Labels avec un S. Il me semblait bien qu'on pouvait le faire quand même. Labels comme ceci. Voilà. Donc là, il nous a créé un pod unique. Donc là, on est sorti complètement, on est revenu en arrière hein, par rapport à ce qu'on avait précédemment. On se dit, tiens, je veux créer un pod. Ok, je crée un pod qui s'appelle demo1. Ce pod demo1, si je fais un -o YAML, alors je peux préciser le nom ou pas, mais de toute façon j'ai qu'un seul pod, hein, donc il va m'afficher que ce pod là, mais je peux préciser demo1, comme ça je suis sûr d'en avoir qu'un. Et si je remonte un petit peu dans les détails de ce pod, je vois que j'ai un label app nginx. Ok. Donc j'ai déjà un pod qui a ce label app nginx. Moi, je vais dire, ok, j'ai un réplica set. Lui, je lui dis que je veux 5 pods. Ces pods, donc le templating de pods, ça va être app nginx. Et je veux 5 pods dont le réplica set va avoir la charge à partir du match label app nginx. C'est-à-dire que logiquement, j'en ai déjà un qui existe, donc il devrait m'en créer 4. Ok. Donc on va faire un kubectl apply-f de réplica set. Ok. kubectl get réplica set. kubectl get réplica set, il me dit 5. Bah, très bien, effectivement, on lui en a demandé 5. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de pod? kubectl get pods. Ah, là c'est intéressant. Parce que pour le coup, j'avais ce fameux pod que j'ai créé bien avant, qui date depuis 86 secondes, et il a été complété par 4 pods uniquement, ce qui me permet d'avoir finalement 5 pods avec le label, parce que derrière on peut faire un show labels, comme ceci. Et là j'ai effectivement 5 pods qui ont le label app labels. Alors si on veut faire un get pod aussi, on peut faire un filtre sur le label app app égale nginx comme ceci, et ça va nous afficher juste les pods qui ont le label nginx. Ça sera très pratique par exemple sur les logs également. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est assez cool. Ce qui est également possible de faire, alors là on va faire un delete pour revenir à un truc ultra standard, parce que ce cas de figure là est quand même malgré tout assez rare, on va dire. Là, si je fais un kubectl get pod, je suis reparti sur 5, mais 5 qui vont être managés par le réplica set. Alors, il y a un petit truc qui est sympa aussi, c'est de se dire, en fait, alors, première chose, c'est l'auto-guérison. Ça, on ne l'a pas encore vu. On a vu le scaling, ok, on a vu ce scaling manuel. Maintenant, il y a aussi la fonction d'auto-guérison. C'est-à-dire que si je fais un kubectl, alors nous, on va le nettoyer, entre guillemets, un peu proprement, le pod. On va supprimer un pod, au hasard, le 2xr2c, donc retenez un petit peu ce nom-là. Et là, si je refais un get pod, là, vous voyez que je l'ai supprimé, mais dans la même seconde, on va dire, un autre pod a été créé. Et oui, parce qu'en fait, le réplica set, lui, on n'a pas changé son nombre de réplicas, donc il sait qu'il doit en avoir 5 quoi qu'il arrive, même si on les supprime manuellement, on va recréer ces pods quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une fonction finalement d'auto-guérison, c'est un début d'auto-guérison très intéressant au niveau de nos réplica sets, et une des fonctionnalités assez recherchées et essentielles au niveau de Kubernetes. Alors vous me direz aussi, mais en fait, alors ça c'est très rare, mais c'est quand même bon à savoir, comment je fais quand je fais un scaling par exemple down, pour dire, parce que par exemple là si je fais un réplica comme ceci, et que je passe, donc là on est à l'heure actuelle à 5, ben je vais passer à 4, et je vais faire un get pod. Ouais, mais qu'est-ce qui me garantit que en fait ces 4 pods là sont restés, et que c'est l'autre qui a été supprimé et pas un autre? Alors ça c'est rare, parce que généralement en fait les pods au sein d'un même réplica set sont tous relativement identiques, mais parfois on peut avoir envie de dire, en fait, ceux-là, je veux les garder, et je veux
avoir un ordre, si jamais il y a un scale down, je veux avoir un ordre de destruction. Alors pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle des annotations. On va y revenir plus tard sur les annotations, on va pas y revenir aujourd'hui. Les annotations, le principe, c'est de se dire tout simplement, c'est une information supplémentaire qu'on apporte au contrôleur, généralement. Et cette information va lui permettre d'améliorer sa décision ou d'améliorer des comportements ou d'augmenter des comportements qui vont être réalisés. Alors comment on fait ça? On va faire un kubectl. Bien sûr, on ne peut pas annoter, il ne faut pas utiliser une annotation qui va être faite dans les réplicas parce qu'en fait, dans les manifestes, hein, généralement, on peut faire des annotations. C'est-à-dire que ici, dans les metadata, on va faire comme ceci, hop, annotations. Et là, on peut mettre une annotation, titi, tatata, etc. etc. Nous, dans notre cas de figure, ça va pas aller, parce qu'en fait, ça veut dire que pour chaque pod, on va avoir exactement la même annotation, et en fait, l'annotation qu'on va rajouter, c'est simplement un poids que l'on va donner à chacun des pods. Donc si on donne un poids identique à chaque pod, finalement, ça va revenir à la même chose que ce qu'on a là. Si on fait un downscale, ça sera forcément dans l'ordre que le réplica set va choisir. Il va arriver, il va dire tout le monde a le même poids, bon je prends un peu au hasard et j'en supprime un. Donc là, ce qu'on va faire, nous on va le faire différemment. C'est vraiment quand on a besoin de targeter. Hein. On est sur quelque chose qui est relativement rare. On va faire un kubectl d'abord, get pods, comme ceci. Et on va se dire, ok, moi, l'ordre de suppression, nous, on va pas trop se faire des nœuds dans la tête, on va remonter comme ceci, on va se dire, le plus important, c'est le 8CWSZ, le un peu moins important, c'est QH, pardon, l'autre VW, X6, etc. Donc, on va faire kubectl annotate pod, ouais, ça, pod, comme ceci. On met le nom du pod, on va le commencer comme ceci, et on va venir rajouter contrôleur kubernetes.io, donc contrôleur kubernetes.io slash pod deletion, donc c'est ça qui est important, pod deletion, et là on va donner donc un cost qui va être une valeur qui va permettre du coup de donner un ordre en question. Donc là on va le faire pour le premier pod comme ceci. On va donner un poids un petit peu plus important sur celui qui est juste au-dessus. Hop. Voilà. Donc là on le fait manuellement, ça met un petit peu de temps, mais c'est une opération voilà, qui... vous n'aurez quasiment jamais à faire ça, mais ça vaut le coup de savoir qu'on peut faire ça. On va ensuite passer à 3, on va ensuite passer à... Ah oui, alors on n'en a que 4, donc ça va, c'est pas non plus trop compliqué. Hop, ici, toc. Ouais, sauf que là, je vais passer... Donc là, on va le passer à 4, voilà. Donc là, grosso modo, si je veux vérifier, alors on verra plus tard, on peut afficher assez facilement du coup les annotations aussi. On va se faire un kubectl get pods -l app engine nix. Non, on va se mettre sur celui-ci par exemple. Et on va juste aller checker notre annotation. Donc on peut le faire à -o YAML. On verra plus tard, il y a quand même moyen de faire les choses de manière un petit peu plus facile encore. Et là, on va donc aller voir les annotations. Et là, vous voyez qu'on a une annotation, sinon on n'en avait pas. Et là, elle est à 3. Il me semblait avoir passé à 4, lui, non? Je ne sais plus. Deletions, 8CZ. Ah, ok, il faut overwrite. J'avais pas fait gaffe. Pas fait attention, voilà. Hop, on va revenir dessus. Voilà, il doit être passé à 4. Hop, et voilà. Donc là, on est passé à 4. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire qu'en fait, l'ordre qu'on vient de mentionner, c'est l'ordre, si jamais on a besoin, si jamais le réplica set a besoin de prendre en compte des paramètres pour réduire le nombre de pods, eh bien, il va garder en priorité celui qui a un poids le plus important. Donc là, si on fait un scale, par exemple, on est actuellement à 4, donc on va le passer à 3. On va faire un kubectl get pod juste en dessous. Alors oui, on est dans donc le poids le plus important, celui qu'on va garder. Je sais plus ce que j'ai dit, hein, mais le poids le plus important, assez logiquement celui qu'on va garder. Alors on peut démarrer très très loin dans les
les integers négatifs pour finir très très loin dans les integers positifs. J'ai plus le chiffre en tête, mais vous inquiétez pas, le nombre de pods on peut couvrir quand on aura avant des problèmes de nombre de pods plutôt que de chiffres en question. Donc là, celui qui avait le poids le plus faible, c'était le dernier, donc du coup, il a supprimé celui-ci. Si on continue de la même manière, on passe à 2. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait, j'ai supprimé celui qui a le moins de poids, c'est-à-dire celui-ci. Et puis ainsi de suite de la même manière. Bien sûr, il garde celui qui a le plus de poids à 4, celui-ci. Et ainsi de suite de cette manière-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique malgré tout. Dans certains cas de figure, si on a quelque chose qui est un petit peu stateful, ou si on a des opérations très fines à faire en production, pour garantir de ne pas avoir de downtime, garantir de ne pas perdre une connexion, ce genre de choses, ça peut être quand même utile à avoir en tête ce genre de choses. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, faites-moi un petit coucou, mettez des likes également, abonnez-vous, cliquez sur rejoindre si vous souhaitez tous les milliers d'heures passées sur la chaîne, cliquez sur merci si vous souhaitez également le faire, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.